Et bonjour tout le monde. Bonjour le live pour ceux qui sont déjà connectés. Bonjour à mes 5 joueurs. C'est un plaisir de vous voir. Bonjour. On va faire une partie qui je l'espère, va vous divertir pleinement. En tout cas, c'est l'objectif. Une partie qui, je le pense, nécessitera 2 sessions pour être complète. Et qui est donc une partie de l'appel de Cthulhu, époque classique, on est en 1922. Et nous allons jouer le premier scénario du recueil Berlin la dépravée, donc aux éditions Edge, qui aborde des sujets pour le moins matures, pour des besoins évidents de direct et de retransmission. Il y aura pas mal d'éléments qui sont censurés dans le dialogue, etc. Je vous invite à éviter de prononcer certains mots pour éviter de se faire bannir. Mais tout simplement, voilà, que ce soit clair pour tout le monde, le scénario n'est pas à mettre entre toutes les mains. On va aborder des thématiques qui sont assez sérieuses. Nos 5 personnages, nos 5 joueurs, je vous l'ai dit, évoluent en 1922. Nous sommes à Berlin. C'est le mercredi 21 juin. La Grande Guerre est finie depuis seulement 3 ans, et son souvenir marque encore bien les esprits. La ville de Berlin grouille d'immigrés venus de l'Est. Il y a une bonne partie de la population qui est juive, et il y a énormément de Russes monarchistes en exil, qui ont donc fui la révolution en Russie, après la mort du tsar. Le mark, la monnaie allemande, est en chute libre. Elle valait 1 dollar valait 320 marks il y a un mois. Aujourd'hui, il en vaut 1000. La monnaie chute vraiment, elle est en chute libre. Le gouvernement allemand fait face à toutes sortes d'extrêmes, notamment politiques, et des mouvements, pour certains, violents, qui laissent éclater leur fureur dans les rues, ce qui provoque régulièrement des émeutes aussi violentes que rapides. Des fois, les forces de sécurité n'ont même pas le temps d'intervenir, que la bagarre est déjà terminée et que la vie a repris son cours à Berlin. Berlin, non seulement victime des extrêmes politiques, mais aussi des extrêmes de la vie de tous les jours et des mœurs extrêmes. On compte à Berlin, à cette époque, plus de 100 000 prostituées, de tout sexe et de tout âge, de toute nationalité aussi. C'est une prostitution qui est totalement institutionnalisée. Alors, on a des prostituées avec des permis, qui sont réglementés, qui payent des impôts, mais l'essentiel de la prostitution est bien sûr faite sous le manteau de simples secrétaires qui sortent de leur bureau et qui vont directement dans le parc voisin sans prendre même le temps de changer de vêtements. C'est totalement assumé, et il y a très peu de jugement sur le sujet. Beaucoup évidemment de personnes non déclarées, d'immigrés clandestins, mais quoi qu'il en soit, rajoutez à ça la ville qui déborde de musique, de cabarets transgressistes. Au final, pas tellement d'Allemands dans les rues, beaucoup d'étrangers, venus aussi bien d'Europe que d'au-delà des mers, venus dépenser leur argent dans la ville de tous les extrêmes. Comme je vous l'ai dit, le dollar représente une monnaie absolument indécente à l'égard du mark allemand. Et au final, n'importe quel immigré venu d'Angleterre ou des États-Unis est accueilli en Berlin comme un véritable roi, car il peut dépenser sans compter. Notre histoire commence le 22 juin 1922. Et vous 5, qui vous connaissez déjà, êtes attablés à un restaurant. Mais avant d'en venir là, nous allons déjà un peu parler de vous. Et de votre ordre. Vous êtes tous les 5 membres d'une sorte de société secrète qui a pour nom l'Ordre indépendant des hiboux. Quelqu'un va-t-il nous faire le plaisir de lire le descriptif afin que nos auditeurs puissent éventuellement entendre ce dont il s'agit?
devriez normalement avoir la fiche de l'ordre à l'écran. Je peux m'y coller si ça vous va. Alors, l'ordre indépendant des hiboux. L'ordre indépendant des hiboux, qui compte parmi les innombrables sociétés ésotériques d'Allemagne, en est l'un des plus étranges. Fondé aux États-Unis, elle abrite un nombre restreint d'expatriés ainsi qu'une poignée de Berlinois d'origine. L'ordre fut fondé en 1890 dans le Missouri par un groupe de francs-maçons. On ignore si cette loge baptisée Suprême Lit Mondial existe toujours. Il faut donc considérer les hiboux de Berlin comme un groupe indépendant. Ils prennent d'ailleurs très à cœur leur nom. Depuis leur ère dans l'hôtel de l'Aigle Rouge, l'ordre veille toujours à l'affût des vermines occultes qui perpètrent leurs méfaits de nuit. Les hiboux ne se prenaient pas vraiment au sérieux, comme bien d'autres sociétés à thème animal, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'étranges activités parmi d'autres sociétés secrètes, plus occultes et sordides. Malgré la gravité de leurs tâches, les membres ont conservé ce qui faisait la légèreté d'origine de la loge, qualifiée de nid. Leur chef est appelé le sagace Striginé. Les membres ont adopté des manies propres aux sociétés secrètes comme des signes distinctifs ou poignées de main secrètes. Chaque membre dispose d'une chambre à l'Aigle Rouge, financée par l'ordre sur la base de la cotisation des membres. Merci. Et d'ailleurs, question, quel serait votre signe distinctif? Je vous laisse l'improviser, me le dire. Ça serait quoi votre... Quel serait ce signe que vous faites régulièrement là entre vous? Alors s'il vous plaît, pas de ou en vous regardant, un peu de sérieux quand même. un signe oral du coup. Oral, physique, peu importe, vous qui voyez. Qu'est-ce que ça serait? Ah ben, on peut le faire. Je sais pas, un hockey comme en plongée. À quoi? Le tout va bien de la plongée. Le pouce et l'index réunis Avec la main. formeront. Ouais. Ah oui, d'accord, oui, très bien, c'est une bonne idée. Pas mal. C'est pas le genre de truc où tu te prends un coup de poing dès que tu l'as vu, c'est ça? Moi, désolé, mais j'ai une adolescence très triste. J'en ai pris beaucoup des coups de poing. Bref. Très bien, bah écoutez, ce petit symbole, très bien, c'est parfait quand vous le saluez, un petit symbole comme ça pour vous identifier. Ça fait un peu d'ailleurs, si on le met devant l'œil, ça fait un peu monocle façon hibou, ça peut être sympa. Ouais. Très bien, voici votre votre signe distinctif. Un moment parfait aussi également pour parler un peu de votre personnage. Vous avez donc accès à sa fiche simplement en cliquant dessus. Vous avez son historique personnel, disponible sur plusieurs onglets. Pour des raisons pratiques, l'historique total de votre personnage est indiqué sur le 3e onglet équipement et notes. Vous trouverez donc un paragraphe que vous pouvez, si vous le voulez, résumer ou lire comme vous le voulez. Écoutez, je propose de commencer par Yelena, si ça te convient. Ça peut. Du coup, je vais lire parce que. Très bien. Le résumé sera peut-être un peu moins. Ouais, il aurait fallu que je prépare le résumé. Je t'en prie, tu peux lire. Y a pas de problème. En fait, elle fait partie d'une grande famille russe. Elle est une des nombreuses arrière-petites-filles de l'empereur Nicolas Ier de Russie. Mais bon, ses parents. Ses parents sont aujourd'hui héritiers d'un large domaine en Bavière. Donc elle est de sang noble. Elle était promise à un notable polonais, mais bof. Hein. Un peu trop vieux. La liberté, c'est quand même mieux. Et donc, j'ai pris la fuite, on va dire. Afin de parcourir le monde, c'est quand même plus sympathique. Et dès l'âge de 17 ans, j'ai pris mon envol. Voilà, pleine de ressources. Donc je me joins à des expéditions universitaires, allemandes, françaises. Au départ, on me connaît comme assistante de professeur renommé. Et après, j'ai eu l'occasion de mener des expéditions pour ces professeurs. Actuellement, je fais une pause. Mon dernier voyage, c'était en Asie. Et en fait, ça a été un peu compliqué. Parce que on est entré en contact avec une tribu. C'est des gens qui se nourrissent d'êtres humains, des cannibales. Donc c'était un peu l'enfer. Et la tribu a été massacrée et ça a été gardé secret pour les autorités. Mais j'en ai parlé bien sûr
j'ai partagé ces éléments avec l'ordre, donc vous êtes au courant. Et l'ordre me permet de trouver refuge régulièrement depuis de nombreuses années maintenant. Et bon, en échange, je leur partage mes découvertes et mes récits. Voilà. Bon, j'espère que ça va bien aller à Berlin, que je vais passer un bon petit moment peut-être. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça, c'est pas moi. Voilà, vous savez tout. Merci. Vous savez tout. Peut-être suivant, pourquoi pas Ludolf. Ok. Alors du coup, moi, je suis un Allemand de souche. Avant d'être enrôlé de force, bien évidemment, j'étais très fier d'être sujet allemand. J'ai été enrôlé de force donc pour la Grande Guerre. Il faut savoir que je me suis pris un éclat d'obus dans la jambe, donc du coup maintenant je boite quoi. Petit problème, donc je suis obligé de me servir d'une canne. J'ai été témoin donc, bien évidemment des manœuvres totalement débiles des généraux. Et j'ai perdu toute confiance en fait en la politique allemande à partir de ce moment-là. Ils ont fait des conneries, comme on dirait. Donc du coup, après, je me suis rendu compte que Berlin pourrait finir par totalement sauter. Ensuite, quand je suis revenu du front, je me suis décidé, écoute, je me suis remis à l'ésotérisme. Voilà. Donc j'ai été contacté par l'ordre des hiboux, qui sont basés à Aigle-Rouge. Et je loge dans cette loge, justement, où j'augmente un peu mon pouvoir. À savoir que j'ai une petite fille, Maria. J'ai été marié à Hambourg. Voilà. Et Merci. Maria habite à Berlin? Tu la vois de temps en temps? Bah écoute, a priori, la petite Miss, elle vit à Hambourg aussi. Ça, elle est déjà mariée également. Elle est déjà mariée. Oh, mais c'est une grande C'est fille. une grande fille, parce que moi je suis vieux. Enfin vieux. Relativement adulte, quoi, 47 balais. Très bien. Eh bien, merci Ludolf. Suivant, pourquoi pas Johanna. Ah, c'est bon, voilà. Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 39 ans. Je suis américaine. Je suis fiancée à un diplomate américain en poste Tu es marié. Tu es marié même. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit T'as dit fiancée. fiancé. T'as dit fiancé, oui. Je suis marié. Bon, mariage, c'est un mariage de papier. En réalité, on vit tous un peu notre vie, chacun de notre côté. On vit tous les deux notre vie de notre côté. J'ai un fils, Sam, qui est resté aux États-Unis. Et sinon, en fait, je je suis un peu dans les dîners en train de faire de la politique. Enfin, pas de la politique. Je donne mon avis, mais c'est pas mon métier. Et je vis principalement à l'Aigle Rouge. Je suis à l'ordre des hiboux après avoir été dans la loge de Washington. Il me semble pas qu'il y a grand chose d'autre qui est très intéressant dans ma vie. Très bien. L'épouse d'un diplomate haut placé C'est ça. et membre de longue date de l'organisation. Cela dit, je me fais encore appeler par mon nom de jeune fille pour éviter d'être trop dépendant de Assimilé. son nom à lui. Très Voilà. bien. Très clair, c'est très bien. Merci beaucoup. Grégor? Oui, bonjour, moi, je m'appelle Grégor Kroos. Je suis né à Düsseldorf. J'ai 42 ans. Je suis légèrement enveloppé. J'ai un sourire ultra bright. Côté vestimentaire, par contre, c'est pas terrible. Je porte un peu tout le temps les mêmes vêtements. Je suis aliéniste de profession. J'ai obtenu mon diplôme aux États-Unis d'Amérique, à Arkham précisément. Et c'est là où j'ai découvert l'ordre du hibou. Je suis ensuite revenue en Allemagne. J'ai officié en tant que médecin durant la guerre. Et je fais partie maintenant des membres de la loge du hibou. Je suis quelqu'un qui pèse le pour et le contre très souvent et qui ne croit que ce qu'il voit. Voilà un petit peu un résumé de ce que je suis.
Un grand sceptique. Exactement. Très bien. Peut-être le meilleur pour la fin. Charles-Henri. Charles-Henri de Parmentier est plutôt grand, fin, svelte, mais séduisant aussi. Mais et il porte également souvent un costume. Il y a toujours un costume différent, mais ce sont toujours des costumes très soignés. Son père, Charles, vient de Marseille. Il tient une entreprise d'armes. Je pense que le seul intérêt de Charles-Henri pour l'ordre indépendant des hiboux, c'est clairement Yelena. Il croit pas une seule seconde dans l'ésotérisme. Et à mon avis, votre seul intérêt pour lui, c'est sa puissance financière. Parce que je doute qu'il vous intéresse au niveau de ses conversations. Très bien, parfait. Personnage un peu énigmatique, mais dont les centres d'intérêt sont bien précisés. Autre chose? Porte-monnaie. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, très bien, je vous remercie de cette présentation. Et je vais demander à 3 d'entre vous, avant d'entrer dans le vif du sujet, de me lancer un test dont vous connaîtrez les conséquences ultérieurement. Ces personnes sont Yelena, Oui, je vois ça. Johanna et Charles-Henri. Me lancer un test, s'il vous plaît, de Descends. pouvoir. Non, un test de pouvoir, s'il vous plaît. Ouais. Hop. Voilà, ça va. Je me souviens où il est pouvoir. Hein. Alors du coup, je vais te demander de tous trouver. Donc sur la fiche, c'est tout en haut marqué, il y a marqué POU. Il suffit de cliquer sur POU, et là, vous verrez une boîte de texte marquée lancer. Je crois que j'ai réussi. Mais tu as réussi, Charles-Henri. Puis Johanna, du coup, c'est moi, et on lance. Ah ben. Succès critique. Bam. Oh. C'est dommage de le faire maintenant, hein. En fait, On n'a pas encore commencé la partie et tu l'as déjà bouffé. c'était pour trouver la porte d'entrée au. Très À bien. la louche. C'est ça, voilà. Très bien. Ainsi soit-il. Eh bien, écoute. Mon cher. Ma chère Yelena. Avant le début de l'histoire, il t'arrive quelque chose. Cette nuit-là. Avant le début, on est tout au début, comme je vous disais, on est le 21 juin. Et bah cette nuit-là, tu feras un drôle de rêve. Rien de particulier, hein. Simplement, tu arrivais cette nuit que tu étais dans l'un des nombreux nightclubs de Berlin. Tu saurais pas dire lequel, hein. Tu t'as pas reconnu l'endroit. Il y avait de la fumée de cigarettes, une atmosphère plutôt animée. Il y avait une prostituée qui s'approchait de toi, l'air plutôt engageante, que tu as écartée d'une main. Et finalement, tu t'approchais étrangement assez contente, assez heureuse, d'une jeune fille à l'aspect slave et à la tenue légère. Et au moment où tu t'es engagé la conversation avec elle, tu t'es réveillé. Ouais, franchement. C'est Elle moche. était séduisante, mais ça n'a pas malheureusement pu été plus loin. Bon, c'était le meilleur moment. C'est ça. Ok. Vous aurez le loisir durant cette partie de dépenser, si vous le voulez, vos points de chance pour augmenter vos réussites. Étant précisé que vous ne récupérerez pas de chance au cours du scénario. Donc à vous de voir quand est-ce que vous la dépensez ou pas. Ok. Voilà. Sur ce, nous sommes donc le 22 juin 1922. Et vous êtes tous attablés à un café. C'est l'heure du déjeuner. Il fait très beau. Vous êtes à côté de la place Auguste Victoria, un café bondé, notoirement gauchiste, où sont attablés de nombreux intellectuels et des personnes un peu excentriques. Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Perso, étant né en bourg, un petit hamburger, quoi.
Au petit-déj. évidemment. Non, c'est l'heure, je dis pas le petit déjeuner, il est midi. Ah, C'est l'heure du déjeuner. Moi, je me contenterai d'une bière. Ah bah, je Bah, prends une moi, bière aussi avec, comme d'hab. Très bien. Une petite Autre. salade. Mangeons Salade. local. Mangeons local, mangeons choucroute. Très bien. c'est pas, c'est... Non, Parfait. moi j'ai mangé léger. Un truc là, un peu léger. Un peu plus consistant qu'une salade, mais... Oh, peut-être un peu de bœuf, mais pas beaucoup, quoi. Un peu de viande, mais pas beaucoup. Très bien. Et avec des légumes qui vont avec. Vous êtes en train de passer donc la commande tranquillement. Vous profitez d'une chaude brise qui agite les branches des arbres avoisinants et notamment du jardin zoologique qui est juste à côté. Vous remarquez, vous le voyez passer sur le trottoir une mère et sa fille, toutes les deux déguisées en actrices à la mode, des téléphone girls comme on les appelle, des prostituées, et qui sont déjà à l'œuvre, mais encore une fois, Berlin, ça ne choque absolument personne. Et il fait que vous passez un agréable moment. Vous remarquez quelques personnes assez connues, des journalistes réputés dans le café. De quoi vous bavardez? Perso, moi, je me tourne vers Charles-Henri et je lui demande si c'est lui qui offre le repas. Mais bien évidemment, très cher, j'invite tout le monde. On te remercie tous, j'imagine. Merci Charles-Henri. Merci Charles-Henri. Je serais bien tentée par une petite soirée ce soir. Je me sens un peu frustrée de mon rêve. Je me dis que si Charles-Henri, peut-être accepteriez-vous de m'accompagner Mais très cher, où voulez-vous vous rendre ce soir? Bah, dans un nightclub. Bon, Dans une boîte de nuit, donc en 1920. C'est le genre d'endroit où j'aime passer mes soirées, en effet. Il est mort! Il est mort dans sa cellule! Des crieurs de journaux. Des crieurs de journaux qui arrivent avec leur paquet de journaux sous les bras, qui fait « Il est mort dans sa cellule! Karl Grossman, le boucher, est mort! 10 cents !» Beaucoup de gens se précipitent pour aller acheter le journal. Je hèle le garçon pour en acheter un exemplaire également. Hop, il pose le journal sur la table. Tu lui files sa pièce. Je lui donne $1. Géant. on le connaît, j'imagine qu'on connaît bien Karl Grossman. Eh bien, si vous ne le connaissez pas, en tout cas, vous allez très vite le connaître. Voici l'article de presse qui paraît ce matin-là. Ah oui, ok. Donc vous pouvez, alors normalement, si vous avez un PDF qui est disponible, vous pouvez choisir de plusieurs outils et vous pouvez bien évidemment zoomer pour lire. Est-ce que quelqu'un veut nous faire le plaisir de la lecture, s'il vous plaît? Moi que vous voulez que je m'en charge. Sinon, vous faites contrôle molette, ça marche très bien. Bah, Personne pour ne lire, veut le lire. allez, moi je veux bien, Ouais. je veux bien me dévouer. Alors, jeudi 22 juin 22, édition du matin. Karl Grossman retrouvé mort dans sa cellule. Qui parmi nos fidèles lecteurs ne frémirait au souvenir des actes infâmes et scandaleux du monstre de la garde CLC, Karl Grossman. Arrêté il y a 10 mois dans son appartement du 88-89 Larchstrasse, le scélérat avait été découvert auprès du corps de l'une de ses victimes. Il avait attiré la malheureuse dans l'antre de la bête en lui promettant argent et nourriture. Il n'y trouva que la mort, mais pas avant que ses cris et gesticulations n'alarment les voisins. La police avait découvert la pauvre créature dans la cuisine de Grossman, dénudée et ligotée comme un porc attendant le couteau du boucher. L'inspecteur Krieg, de la police criminelle, avait d'ailleurs découvert tout le matériel nécessaire à la préparation de la viande et des saucisses chez Grossman. Karl le démoniaque avait alors affirmé qu'il ne s'agissait là que de vestiges de sa carrière de boucher. Bien que des rumeurs persistantes donnent à penser le contraire, ses voisins se rappellent en effet que pendant la famine de 1917 à 1918, Grossman semblait s'en sortir comme un charme.
et vendait des saucisses maison à la gare de celle-ci. À l'époque, on se demandait d'où il pouvait bien trouver la viande nécessaire, mais aujourd'hui, on peut que frissonner en imaginant le pire. L'inspecteur Krieg découvrit sur la place des taches de sang qui permirent à la cour d'accuser Grossman de 2 des autres meurtres à caractère sexuel. Le pervers qui avait passé 14 ans de prison avant la guerre pour s'être livré à des actes illicites innommables a été jugé il y a 4 jours. Aujourd'hui, le juge s'apprêtait à le déclarer coupable de 3 meurtres, mais le dépravé a été retrouvé pendu dans sa cellule à l'aide de ses draps le matin même. Merci. L'article commence très vite à générer des murmures parmi les clients du café. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez tous entendu parler de cette affaire. Bah, Moi, perso, faire un sacré retentissement. Moi, j'essaie de me rappeler si j'ai pas pris des saucisses à cette personne-là. Je regarde les passé. saucisses de ma choucroute d'un air dubitatif. Bah, moi qui mange du beurre, cela, je suis en train de m'interroger aussi. Mais bon, c'est pas des saucisses. Je vais rester à la bière. Bien de se nourrir au houblon, c'est pas trop mal. Et ça me fait penser à un barbier au Royaume-Uni, en Angleterre. Ah, c'est pas faux. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ah voilà, une bien triste histoire, et puis encore un malfrat quelque part qui échappe à la justice. Bon, on s'en est débarrassé, au moins c'est l'essentiel. C'est ce que les gens disent autour de vous. Mais ouais, ça c'était quand même une affaire qui avait fait un sacré retentissement quand Grossman avait été arrêté. Donc c'était un événement plébiscité. Soudain, alors que vous continuez de relater l'article, alors qu'on vous amène progressivement vos plats, vous entendez des éclats de voix dans la rue. Pas des éclats de voix de terreur ou de violence, mais des éclats de voix enjoués. Et vous voyez arriver le long du trottoir un groupe d'hommes vêtus pour la plupart de vêtements gris anthracite. Certains ont un bandeau, signe visiblement d'un passé militaire assez violent. Ils ont quelque chose de paramilitaire. Ils arrivent à hauteur du café, et leur premier geste, c'est de renverser l'une des chaises vides situées à proximité du trottoir, tout en chantonnant. D'accord. Comment vous réagissez déjà? Est-ce que vous restez... Ils ne s'en prennent pas aux clients, hein. Encore des gens qui veulent se faire remarquer. Ouf. Tous portent en fait, vous voyez sur leur uniforme, sur leur manteau, un blason qui représente un bateau viking surmonté du nom Erhardt. Faites-moi un test d'intelligence éventuellement. Non, plutôt d'éducation, pardon, d'éducation. D'ailleurs, vous avez tous réussi. Alors il manque peut-être un seul jet. Oui. Ensuite Yelena. C'est un test d'éducation. Qui ne trouve pas éducation. C'est dans les compétences générales. Édu. Tout en haut. Ah, édu, c'est en haut? Ah oui, pardon. Ok, effectivement, je pouvais chercher longtemps. Désolé. Ça a fonctionné ou pas? Parce que... Ça a marché. Ouais, j'ai fait un pop-out. Tu as raté le test, mais ça a marché. Ouais. Très bien. Alors pour la plupart, vous connaissez ceux qui vivent à Berlin depuis longtemps, et Elena, tu es souvent en voyage, donc peut-être pas. Mais tu sais que ce logo, en fait, c'était une référence à Hermann Erhardt. C'était l'un des principaux leaders du putsch de Cap en 1920. C'est une figure de l'extrême droite ultranationaliste. Qui sans doute, c'est une figure politique qui a été sévèrement d'ailleurs réprimée, puisqu'on a dû faire appel à la force armée pour réprimer le putsch.
Il s'approche alors et commence à passer entre les tables, tout en chantonnant un chant de Noël dont les paroles en fait sont gaiement modifiées, pour notamment terminer par un joli couplet qui appelle à renverser Walter Rotheno, le ministre des Finances, puisque ce ne serait rien d'autre qu'un porc, et qui plus est d'une religion bien particulière. Là, on commence, vous voyez qu'ils arrivent, et puis ils commencent à renverser le verre d'un autre client. Il y en a un deuxième qui crache dans une assiette. Et il y en a un qui arrive à votre table, un blondinet, à l'air un peu mauvais, qui en fait s'arrête à votre table. Il sort un morceau de craie de sa poche, et il commence à dessiner une svastika. Vous savez ce que c'est une svastika? Oui. Voilà. Dessine une svastika sur votre table avec un air plutôt provocateur, avec un large sourire. Je le regarde dans les yeux et je crache par terre. Très bien, tu réponds à sa provocation de cette façon-là, d'accord? Ouais. Les autres? Moi, je préfère rester discrète. Ça risquerait d'attirer des emmerdes à mon mari. Je peux pas être problème, je Ça- le regarde dans les yeux et je lui dis Ah, bon, Shabbat pareil. Shalom, mon frère. Faites-moi un autre test d'éducation, s'il vous plaît. Je regarde aux alentours pour essayer de voir s'il n'y a pas des policiers dans le coin. Vous avez vu passer des policiers plus tôt, mais ils sont partis avant l'arrivée de ces gars-là. Pas de chance. Pour l'instant, ils ne sont pas agressifs, mais ils se contentent d'emmerder les gens. On a tous échoué, je crois. Il reste encore une personne. Il reste encore... Je n'ai que 3 tests pour l'instant. Oui. Il manque encore Yelena et Charles-Henri. Éducation. Ouais, c'est ça. Éducation. Ah oui, Yelena, c'était peut-être avant, oui. Très bien, Yelena. Yelena, aussi paradoxal que ce soit le cas, puisque tu as raté le test précédent, eh bien en fait toi tu sais qu'il y a une légère subtilité, c'est que la svastika qu'il vient de dessiner est différente de celle du Parti national-socialiste basé à Munich actuellement, qui est loin d'être aussi populaire qu'il ne le sera plus tard, puisque la svastika en l'occurrence tourne dans l'autre sens. En l'occurrence, lui, il l'a dessiné dans le sens, entre guillemets, classique. Il n'y a peut-être pas la même signification, mais quoi qu'il en soit, l'individu n'aspire pas spécialement plus confiance. Je lui dis... Ah, petite erreur. Il fait non, il n'y a aucune erreur, c'est vous tous là les erreurs. Hein. C'est vous les erreurs. Franchement, qu'est-ce que vous faites attabler ici, bande de bons à rien? Allez, retourne à l'école. On mange quoi, mec Il essaie de vous provoquer, clairement. Hein. Mais retourne à l'école, tu sais même pas dessiner. Allez, laisse-moi mais- tranquille. Moi, au simple son d'entendre que Yelena est une erreur, je lui jette mon assiette de choucroute à la figure. C'est magnifique. Très bien. Tu lances direct. Très bien. Tu lui lances ton assiette au visage. Et en fait, ta réaction, enfin, ton comportement entraîne une réaction en chaîne. D'autres clients commencent également à se relever de façon outrée et scandalisée. Et s'ensuit alors un pugilat entre les clients et ces hommes, tous, encore une fois, à l'allure paramilitaire, qui étaient clairement venus là pour en découdre. Et tu vas me faire un test, s'il te plaît, de combat rapproché, donc de corps à corps, pour essayer de ne pas t'en prendre trop sur la figure. Alors que tu en viens aux mains avec le blondinet. Combat rapproché. C'est un excellent test. Tu prends le dessus sur lui, tu commences à lui faire une drôle de clé pour l'immobiliser. Les clients autour de vous ne se contentent que d'utiliser leurs poings et leurs pieds. Personne n'utilise d'armes, même une chaise, personne ne s'en sert. On est vraiment sur une émeute presque ridicule par moment, parce que les coups peuvent être violents, mais personne ne se fait trop mal.
jusqu'au moment où vous entendez au loin un coup de sifflet. Mais ce n'est pas la police. Ce coup de sifflet, il vient d'un homme qui les accompagnait. Que je vais vous montrer. Où est-ce qu'il est? Voir l'image. Elle est là. Montrez-le. Cet homme-là. Beaucoup plus âgé que ses comparses. Et il porte une cravache aussi. Et c'est lui qui vient de siffler. Et directement, vous voyez que tous ces indésirables arrêtent de se battre et se retirent sur le trottoir. Alors que vous entendez au loin, après plusieurs minutes d'échauffourée, les sirènes d'une voiture de police, sans doute. Au moment où il part, après le sifflement, et au moment où il s'éloigne, je dis « Ah tiens, il siffle ses chiens !» Certains te répondent avec un geste grossier de la main. Et d'autres avec des menaces. Clairement, ils te passent le doigt sous le menton, là. La prochaine fois t'y passes, on se souviendra de toi. Mais ils déguerpissent en fait assez rapidement. Faites-moi un test de trouble objet caché. Alors que vous remettez de votre émotion. Qu'est-ce que vous faites en même temps d'ailleurs, alors que vous les voyez s'éloigner? C'est quoi votre réaction après cette séquence? Moi, personnellement, ça m'a coupé l'appétit. Bon, avant de me couper l'appétit, il en faut, hein. Je continue à bouffer mon burger. Hein. Moi, je regarde un peu dans les autres clients s'il y a des blessés. Bon, à part un œil au beurre noir, personne n'a l'air d'avoir besoin de soins immédiats. Non. J'avoue que je fais un peu le show, j'arrive jusqu'au, tu vois, au bord des dernières tables, en mode « Ah oui, c'est ça, et ne revenez plus !» Avec le poing tendu, ouais. C'est ça. Oh, joli, Yelena. Excellent, ouais. On a 2 tests qui passent. Donc Ludolf et Yelena, alors que vous regardez les ultras se barrer et décamper dans la foule, vous remarquez qu'il y a un homme, lui, au trait un peu pincé, avec un élégant costume, qui a observé la scène, semble-t-il, avec attention, et qui, semble-t-il, vous a observé, vous. Et quand il remarque que vous le remarquez, il fait demi-tour et s'évanouit dans la foule. Il est parti par où? Il a repris le chemin, il est parti sur le trottoir, il a pris la direction du parc, mais après vous le perdez assez vite en fait au milieu des passants. Les serveurs sont en train de ramasser les morceaux des assiettes et des tasses en pestant, mais au bout de quelques minutes, c'est comme si cette séquence n'était jamais arrivée. Un jour comme un autre au final à Berlin. Moi, je suis plutôt agacé. J'étais de bonne humeur grâce à ma réussite critique pour dormir. Et là, je suis plus de bonne humeur du tout, là. C'est bon, on va pas s'embrouiller pour des mecs au cul d'huile comme ça. Ce serait leur donner trop d'importance à ces mecs. Ouais, mais ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Ils sont dehors. Ils sont dangereux. C'est pas celui qui leur a envoyé son assiette de couscous à la figure, là, qui dit ça? L'assiette de chevaux. Ben, déjà, je reviens vers mes comparses une fois que je vois qu'ils sont partis. Et puis, je reprends notre conversation comme si rien n'était. Yelena, bien évidemment, je vous accompagnerai au nightclub ce soir. Dites-moi l'adresse. Ce mec-là qui nous regardait, Hyper parle je sais pas, Charlie. qu'est-ce qu'il voulait, à votre avis? Quelqu'un l'a déjà vu? La réponse est non. Ouais. Pour ceux qui l'avaient remarqué, il ne vous dit rien. De qui vous me parlez exactement? Le mec à la cravache, il nous dit quelque chose, lui? Celui qui semblait-il menait le groupe, non plus. Vous ne le connaissez pas. Du coup, on parlait d'un mec pendant que ça se bastonnait. Pendant que ça se bastonnait, il nous regardait et quand il a remarqué qu'on le matait, il s'est cassé. Mais il était avec eux?
Bah écoute, a priori non. C'est ça qui me... Il observait depuis l'autre côté de la rue. C'est étrange. Vous voulez aller voir de l'autre côté de la rue? De l'autre côté de la rue, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a un parc. Et puis voilà. De toute façon, là, ça fait le temps que vous discutiez. Il peut être n'importe où. Ouais. Oui, puis c'est mélangé à la fouille, il est reparti quoi. Ouais, et puis de toute façon, on n'a rien à voir avec lui pour le moment. Je demanderais bien si le café ou le restaurant où c'est qu'on est ont un téléphone. Oui. Contacter mon mari, lui demander s'il y a vraiment des troubles en ce moment en ville. Ou si Eh c'est bien, juste actuellement. Eh bien, tu peux téléphoner, pas de souci. Tu peux le joindre au consulat. Et il te dira que a priori oui, il y a pas mal de troubles qui sont connus de la population, puisque en tout cas lui il soupçonne que les groupuscules de droite sont en train de provoquer de l'agitation dans le but en fait de provoquer des réactions de la part de la gauche et faire passer la gauche pour quelque chose de violent. Enfin, c'est pour ça qu'ils sont attaqués un autre café. C'est ça. En fait. Ils donnent exprès des coups de pied dans le nid de guêpes afin que les guêpes réagissent. Et C'est du coup, marrant. c'est ça, c'est Les un jeu années politique. Les années passent et la technique reste la même. Ouais, c'est ce que je vous disais, il faut pas trop leur donner d'importance à ces gens-là. C'est ça. On joue leur jeu. Exactement. voilà. Cet échauffouré, quelque part, était sans doute exactement ce qu'il recherchait. Bah, nous devons aussi nous respecter à partir du moment où on nous indique que nous sommes des erreurs. Je suis désolé. Ah, il y a de ça aussi, oui. Un peu d'amour propre. Je suis d'accord avec vous. Et après, ils vont poster ça sur Facebook. Et le Voilà. TikTok, D'ailleurs, mon prof, vous savez, quand on a fait la guerre, c'est pas des insultes qui vont nous impressionner, quoi. Tant qu'ils nous font pas de mal physiquement, qu'est-ce qu'on en a à faire? On n'a pas trop envie de jouer leur jeu, ces gens-là. Enfin, là, c'est leur donner des points, quoi. On a fait ce qu'ils voulaient. C'est un moyen de faire de la politique. C'est Mais justement oui, la fin de la politique. Bah écoutez, très cher hibou, comment allez-vous tranquillement occuper votre journée, votre après-midi? Qu'est-ce que vous avez prévu? Si vous aviez prévu quelque chose. Sans doute que vous vous retrouverez tôt ou tard au nid pour poursuivre vos conversations. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que vous avez prévu quelque chose cet après-midi? Pour ma part, je vais exercer ma profession, puisque faut bien gagner sa vie. Donc je vais recevoir mes patients habituels. Et puis peut-être que ce soir je sortirai dans le nightclub évoqué tout à l'heure. Très bien. Alors, perso, HRP, j'aurais bien aimé pareil, mais étant donné que je suis un total débutant sur l'univers, occultiste, qu'est-ce que c'est? Un occultiste, c'est une personne qui a des connaissances en matière ésotérique, qui s'intéresse de manière générale aussi bien aux religions qu'à tout ce qui peut être les sciences magiques, les cultes païens. Pas un travail à part entière. C'est pas vraiment un travail à part entière, mais tu pourrais très bien, je sais pas, avoir une activité de médium à côté, par exemple. Ouais, ok. Mais Je vois tu l'idée. n'es pas un magicien. Je vois. Non, bah moi je vais retourner au bar, me servir un autre burger et une autre bière, qui ne sera pas gâchée ce coup-ci. Tu l'espères. Et là, elle t'est servie par un mec en costume gris. Très bien, tu vas profiter de la journée. C'est ça. En plus, il fait très beau, comme je vous l'ai dit. Très bien. Moi, je pense. Je sais pas si j'ai des rendez-vous cet après-midi. J'ai des rendez-vous réguliers. J'imagine que je ferai peut-être un cet après-midi. Et puis, on sera un rendez-vous cette sortie ou c'est juste entre Yelena et puis Charles-Henri? Ouais, vous Écoutez. pouvez- plus on est de fous, plus on rit. Très bien. Occupez déjà votre après-midi. Mais venir si vous le désirez. Juste là sur un ton d'épique. Pour cet Très bien. après-midi, je vais aller jouer dans un cours de tennis
Contre une joueuse très prometteuse qui s'appelle Cassilia Edith Siliusen. Sera championne d'Allemagne en 27. Je crois pas qu'elle est donc encore championne pour le moment à Roland-Garros, mais un jour ça lui arrivera. Très bien. C'est le tennis qui t'intéresse, bien évidemment. Hein. Le tennis, bien sûr. Le tennis, bien sûr. Ouais, tout le monde y croit. On voit ceux qui ont besoin de travailler et les autres. Un peu ça, ouais. Mais Moi, je me ça- repose de toutes mes travail à émotions suite à ma dernière. Altercation. Ah oui, par rapport à ton dernier voyage, oui. Oui, mon dernier voyage. Très bien. Eh ben, écoutez, très bien. Je considère que vous vous occupez comme il se doit. Passez une journée tout à fait normale. Hein. Charles-Henri se fait battre à plat de couture, mais s'en moque un peu. Grégor, tes patients sont, comme à leur habitude, un peu timbrés, mais en même temps, t'es là pour les soigner. Mais bon, ils ont besoin d'aide après tout. Hein. Ils sont beaucoup traumatisés de guerre, voilà, pour le coup, de vraies victimes qui ont besoin qu'on s'intéresse à eux au plus haut point. Johanna, un rendez-vous qui au final s'éternise et qui manque d'intérêt. Ludolf, tu vas pouvoir effectivement te reposer, passer un bon moment, loin de la violence des rues. Et Yelena, toi aussi, tu pourras essayer de te reposer, retrouver un moment de calme. Passez tous, un moment ou un autre, au nid, de retour à la loge, à l'Aigle Rouge. Notez que vous n'avez toujours pas été déconnecté, c'est que ça marche cette histoire. Hein. C'est vrai. Vous êtes de retour à la loge, et eh bien écoutez, il s'avère que le premier revenu, ce sera sans doute Ludolf ou Yelena. Peut-être les deux en même temps, qui sait, ou si vous êtes rentrés depuis un moment. Il s'avère que on dépose un télégramme à l'attention de la loge. Mhm. Bah, moi perso, si je suis revenu, je vais le prendre. La loge, juste question, j'imagine qu'il y a une quarantaine de personnes, grand max, mais il y a un majordome qui est dédié à la loge ou pas? Alors vous êtes pas aussi nombreux que ça, mais en fait comme la loge, elle se situe dans un hôtel. En fait, c'est le personnel de l'hôtel qui va surtout vous apporter les éléments, même si après il ne s'éternise pas dans les chambres, évidemment. Je vais évidemment vous donner ce dont il s'agit. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Très bien. Donc le prince, Gabriel Konstantinovitch, sollicite le plaisir de votre compagnie, ce soir à 20h, pour discuter d'une affaire particulièrement délicate. Chambre 415, Hôtel Eden, 246-247, Kurfürstenstam. Yelena, vous connaissez cette personne? Ben, je réfléchis, attendez. Je vais vous dire dans pas longtemps. Oui, fais-moi éventuellement un test Oui. d'éducation, voir si ce nom te parle. Bah quand même, j'aimerais bien. Je serais un peu déçu qu'il porte un tel nom et que je ne le connaisse pas. Donc tu m'as dit Edu, encore un. Ouais, du toujours. Alors, ça dit quoi? Oh, nom de Zeus. Ah, je suis parti trop tôt. Non, ce nom ne te dit rien. Non, je connais pas, mais ça m'intéresse. J'avoue que si quelqu'un nous contacte et qu'il porte un tel nom, je serais bien curieuse de savoir ce qu'il en est. C'est bien qu'il se dévoue. J'imagine qu'on va pas y aller seul. Les autres, vous revenez tôt ou tard à la loge, ne serait-ce que parce que vous y logez en fait. Hein. Donc, vous pouvez partager ce télégramme avec les autres. Si on me partage le télégramme, moi ce qui va m'intéresser, c'est le nom de l'hôtel. Est-ce que je le connais? Oui, vous savez où c'est, bien sûr. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est un hôtel prestigieux? Est-ce que c'est un hôtel bas de gamme? C'est un peu tout en fait, il y a un peu tous les types de chambres. On peut aussi bien y aller si on est très aisé que si on a des moyens plus restreints. Okay. Il a toutefois une bonne réputation puisqu'il donne droit sur le zoo. Donc il n'est pas très loin au final du café où vous avez déjeuné ce midi. J'aime bien. Oh, moi, je pourrais...
Mais ça serait pas la personne qui vous aurait regardé de manière bizarre, ce fameux prince Je me demande Calumet. un petit peu la même Oui. chose, en effet, ouais. Bah, nous le saurons en y allant, peut-être. Bah, j'imagine que si c'était ça serait un majordome ou un serviteur du prince, pas le prince en personne. Il nous est espionné, je veux dire. C'est très certainement un serviteur, vous avez raison. Espionner en mangeant un sandwich et une choucroute et... Ouais, il a bien dû apprendre des choses. Oui, non, on s'est compris. Oui, on s'est compris. Comment vous sentez cette invitation-là? Dubitatif, personnellement. Après, bon, si on veut nous voir, pourquoi pas? Curieuse. Une fois, Intriguée. l'élégramme a été adressé à la loge, donc c'est quelqu'un qui connaît un peu votre réputation, sans doute. C'était pas tous les jours qu'on a l'opportunité de rencontrer un prince. Ça m'intéresse. Effectivement. Moi, ça me dit quelque chose vu que je connais un peu de la politique. Des gens Bah écoute, comment faire? Ouais, fais-moi aussi un test d'éducation, toi aussi. T'as des raisons d'éventuellement de pouvoir connaître ce nom. oui, si je prends la bonne fiche personnage, ça ira mieux. Oui, ça sera sans doute mieux, oui, effectivement. Bah, pareil, je connais pas. Très bien. Mais ça pour rien. Par entier à pas l'éducation pour connaître éventuellement ce nom au niveau de son titre, surtout. Non, mais à ce niveau-là, c'est bon. Les personnages qui avaient éventuellement des liens avec la Russie ou en politique, je n'autoriserai pas d'autres tests. Ok. Y a pas de souci. Est-ce que vous êtes ponctuel? Est-ce que vous vous rendez à cette convocation au final? Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Sollicite notre Mais compagnie. ma foi, moi je suis pour. Ah, je suis pour aussi. Bon, bah, si Yelena est pour. Et Yelena est pour, allons-y, mais bien que ça rime les plans de la soirée, mais d'accord. En plus, c'est un prince, donc on On sera reporte forcément des Russes. ça plus tard. La soirée est longue. La soirée est longue à Berlin, bien sûr. C'est vrai. Vous avez complètement raison. Yelena. Très bien. Eh bien, écoutez, l'aigle rouge. Prenez les transports en commun, une auto. Comment vous y L'automobile. rendez? Un taxi. Un taxi. Oui. Très bien, un taxi. Merci Charles-Henri. Vous, écoutez, vous prenez le taxi direction l'hôtel Eden. Quand vous entrez, le hall est extrêmement élégant, il y a un haut plafond qui donne directement sur le café de l'hôtel et son fameux restaurant américain. Les gens autour de vous parlent... beaucoup parlent russe, autant qu'allemand d'ailleurs. Et vous savez très vite, par rapport au numéro des chambres, que celle-ci se trouve au 4e étage du bâtiment. Il n'y a aucun contrôle, hein, vous prenez directement l'escalier ou l'ascenseur pour monter à l'étage. Et vous êtes à la porte. Il n'y a pas de bruit à l'intérieur. Nous frappons à la porte, bien évidemment. Il frappe, c'est Elena. On a croisé personne sur le passage. Enfin, personne. Non, des parlait clients, de- d'autres clients, personnes de l'hôtel, enfin il y a du monde quand même. Non, mais personne qui nous dévisage, rien de. Non, rien d'étrange. Non. Personne ne s'attarde sur vous. Moi, je regarde avec un œil envieux le restaurant américain, quand même. Ah, t'as senti l'odeur du bœuf là? C'est ça, Grillé. exactement. Enfin, j'espère que c'est du bœuf, en tout cas. Ah ouais, c'est une bonne question ça. Ça me rassure, il n'y a pas de Le souci. bûcher, ça fait 2 ans qu'il a été arrêté. Non, dis-moi, j'ai rien dit. Ouais, mais bon, tant ça tourne encore. Alors que la porte s'ouvre, vous allez tous me lancer un test de chance, s'il vous plaît. Savoir qui c'est qui se fait tuer. Alors, C'est ça, chance, chance. Il y a un piège dès que la porte s'ouvre. Alors, Vous cliquez la chance, c'est situé à gauche sur l'affiche. oh, Ah, juste au-dessus des points de vie. Ça passe. Oh, mais zut. Oh. D'accord, Ah. donc on a... Non, mais le premier, parce que le premier a mis du temps. Tu me prends un 24, pas 7. Ce sera pour le prochain, le 7. c'est les deux, ouais. Bon, les deux sont des succès sur le principe. Ouais. Alors qu'on a... Ouais, ok, Henri, d'accord, regardez je note. Yelena, en fait. Très bien. La porte s'ouvre et un homme un peu cireux avec une tenue de chauffeur ou de domestique, vous savez pas trop, apparaît dans l'encadrement.
il ne dit rien. Un peu moustachu, il a l'air un peu âgé. Il Nous vous voilà. regarde. Nous voilà à votre demande, ce me semble. Vous êtes bien... Il répond en russe et non pas en Oui. allemand. Bien. Ah. Je lui réponds en russe. Ah, et du coup, en russe, tu comprends qu'il te demande qui vous êtes. Il semblerait que nous avons reçu une missive du prince Gabriel Konstantinovitch, enfin en tout cas quelqu'un qui se dit être. Il ouvre la porte et vous invite à entrer d'un geste de la main. On parle tous le russe ou pas? Non, pas tous. Ok. Donc je vous dis, il voulait savoir qui nous étions. Je lui dis que nous avons reçu sa missive. On le reconnaît, le gars? Non. Ok. C'était pas lui d'ailleurs que vous avez vu. On lui montre le télégraphe, puis ça ira très vite, quoi. Il vous invite à entrer, et il vous montre plusieurs fauteuils, et regarde Elena et demande, toujours en russe, si vous voulez des cigares. Mais sans grande conviction, hein, c'est plus un automatisme. Est-ce que l'un d'entre eux... Il nous demande si on veut des cigares. Oh oui, moi je veux bien. Ah Je bien. lui dis donc. Il rapporte cigares et une bouteille d'alcool, et vous sert sans vous adresser plus de mots. Pendant qu'il fait ce service, un homme surgit depuis, semble-t-il, la chambre ou la salle de bain de cet appartement.